Tiens, c'est cadeau. Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode du mois, donc épisode moins prise de tête, moins de remise en question, beaucoup plus de détente et de plaisir coupable. J'espère que tu as passé une bonne journée ou que tu passes une bonne journée et j'espère surtout que tu as du temps devant toi car aujourd'hui on parle de Pretty Little Liars. Attention, cet épisode est rempli de spoilers. Alors le premier épisode, je craignais vraiment qu'il soit trop court, mais celui-là, j'ai peur qu'il soit vraiment trop long. J'ai littéralement 10 pages de notes devant moi. Donc on se lance maintenant, on perd pas de temps. Donc pour vous donner un petit peu les informations de base, qu'est-ce que c'est Pretty Little Liars ou pour vous faire un rappel. Alors c'est une série américaine qui a commencé le 8 juin 2010 et qui s'est terminée le 27 juin 2017. En tout, elle compte 160 épisodes. En France, la série elle va commencer seulement en janvier 2011 sur OCS API et en 2013 sur D17. Donc pour vous faire le résumé, c'est un an après la disparition de leur meilleure amie Allison, 4 amis du nom de Aria, Emily, Anna et Spencer commencent à se faire harceler par un dénommé A. Donc moi je trouve que c'est un résumé qui donne vraiment envie de regarder, qui avait vraiment attiré mon attention, mais malheureusement je fais partie des malchanceuses qui ont commencé à regarder ça en 2013 sur D17, et en plus de ça j'ai raté une bonne partie du premier épisode parce que je l'avais totalement zappé. Résultat, j'ai absolument rien compris au reste des épisodes qu'il y avait ce soir-là. Donc j'étais très frustrée parce que j'entendais parler de la série depuis un bon moment. J'attendais qu'elle passe à la télé pour la regarder et finalement, ça n'a pas marché, je n'ai rien compris. À ce moment-là, j'étais pas du tout familière avec les sites de streaming parce que moi, je regardais surtout mes DVD ou alors on m'avait téléchargé certaines des séries que je pouvais regarder, mais les streamings, je n'avais pas du tout l'habitude de les regarder. Et finalement, j'ai fini par regarder ça sur ces sites-là pour rattraper Pretty Little Liars. Et suite à ça, ma consommation de séries et de streaming, elle a augmenté, mais entre Vampire Diaries, Teen Wolf, Awkward et j'en passe, enfin toutes les séries d'avant qu'on avait l'habitude de voir, je les ai toutes regardées sur les sites de streaming et c'est seulement à cause ou grâce à Pretty Little Liars, donc super. J'ai très vite rattrapé les 3 saisons qu'on avait en retard en France et après j'ai suivi les épisodes 24 heures après la diffusion avec les épisodes en anglais sous-titrés et ensuite seulement en anglais parce que les traductions se faisaient de moins en moins rapidement car les sites de streaming se faisaient de plus en plus et c'était de plus en plus fermé parce que forcément c'était pas très légal. Donc voilà, donc c'est mon histoire avec la série. Donc en plus de développer ma consommation de séries, ça a aussi extrêmement amélioré mon anglais. C'est grâce aux séries que je regardais du coup en VostFR que mon anglais s'est amélioré, s'est développé. Donc on peut dire que c'est un peu grâce à Pretty Little Liars que j'ai mon niveau d'anglais aujourd'hui et pas grâce à l'école. Voilà. Merci l'école. Merci Pretty Little Liars. Du coup, le pilote que j'avais raté ce soir-là sur D17, j'ai décidé de le re-regarder exprès pour cet épisode. Alors, faut savoir que j'ai déjà re-regardé plusieurs fois Pretty Little Liars, mais je me suis rendu compte que je n'avais plus du tout cet épisode en tête, donc je l'ai re-regardé et pris des notes pour vous pour cet épisode. Alors déjà, je voudrais parler du générique, donc Secrets du groupe Pierces, qui a été proposé par Ashley Benson, qui joue donc Anna. Donc c'est un vrai banger, c'est elle qui a trouvé l'idée de ce générique, et il est super mal, on peut même dire atrocement mal placé dans le montage du premier épisode. Il arrive à un moment qu'on ne comprend pas du tout, ça m'a fait éclater de rire. Ensuite, il y a beaucoup trop d'informations, mais ça rend pas forcément l'épisode très intéressant. Et le premier épisode, j'ai trouvé qu'il était pas du tout dynamique. En plus de ça, le visuel, il est horrible, surtout pour les flashbacks, il y a une sorte de filtre qui est dégueulasse. Et c'est pas le cas en plus pour la totalité de la série, Je trouve que la série, elle est pas si affreuse au niveau visuel, au contraire. Mais ce premier épisode, ça m'a vraiment choqué comment il était fait. À côté de ça, je trouve la timeline de cet épisode incompréhensible. Entre les rencontres de certains personnages, les flashbacks, la rentrée à l'école, je comprenais rien du tout. Mon plus grand bonheur dans cet épisode, c'est de voir que la mère d'Aria, c'est Piper dans Charmed. Alors ça,
C'était le pic de cet épisode pour moi en 2013. Vraiment, j'étais trop heureuse de revoir l'actrice. Enfin voilà, c'était le petit truc que j'ai renoté parce que vraiment un petit bonheur. Là, on va passer au sujet qui fâche, qui est la rencontre d'Ezria, donc de Ezra et de Arya. Donc je la trouve hyper perturbante, surtout quand on connaît la suite de l'histoire. Déjà, qu'est-ce que fout Arya, une adolescente dans un bar, en train de picoler? Et Ezra, tu es un prof et tu dragues clairement une meuf qui a l'âge d'être ton étudiante. Ensuite, quelque chose qu'on peut voir, c'est la personnalité des filles qui sont très différentes et ça matche très bien avec le fait qu'elles étaient totalement rassemblées par l'amitié très toxique d'Alicent, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Spencer, c'est vraiment une pick-me girl, mais atroce et insupportable, tout comme sa sœur Melissa, vraiment experte chialeuse. Bref, la famille Hastings est vraiment insupportable. On peut aussi très rapidement voir que Alicent est une amie horrible et toxique. Après, alors ça, on revient encore sur Ezra et Arya, mais il y a un moment où Ezra, il est en train de faire classe et il regarde Arya devant tout le monde, mais pas du tout discrètement. En plus de ça, pourquoi dès la rentrée, alors qu'ils se connaissent depuis peut-être même pas une semaine, ils jouent directement aux amants maudits? J'ai pas du tout compris. Et surtout, pourquoi, à la fin de l'épisode, il est à l'enterrement d'Alicent alors qu'il connaît pas son lien d'amitié avec Arya à ce moment-là. Enfin, vraiment, tout ça est très chelou. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans cet épisode, en dehors du fait que toutes les filles ont vraiment une personnalité très différente et très intéressante, c'est qu'il y en a plusieurs d'entre elles, quand elles commencent à recevoir les messages, pensent directement que c'est Alicent. Et même après la découverte de son soi-disant corps et son enterrement, il y en a tout de même qui sont persuadés que les messages qu'elles reçoivent viennent d'Alicent, donc que leur amie n'est pas vraiment décédée. Donc ça, c'était très intéressant à voir et c'est très... Enfin, vraiment, j'ai bien apprécié ça et c'est vraiment ça qui va lancer la série et l'épisode, je trouve. Donc finalement, cet épisode pilote, il est pas si bien que ça, mais il n'est pas non plus catastrophique, parce que quand on finit l'épisode, on a tout de même envie de savoir la suite et on voit tout de suite des personnages qui sont très attachants et qui ont un rapport assez toxique et bizarre avec leur ami soi-disant décédé. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivée à regarder, parce qu'à côté de ça, c'est vrai que le pilote est vraiment pas très très bien fait, mais il attise notre curiosité et pour ma part ça a été réussi. J'ai continué à regarder la série et mon Dieu, je m'en suis posé des questions durant cette série. Alors déjà, pourquoi il y a autant de détournements mineurs? Pourquoi il y a autant de A? Qui a autant de budget pour les balles de promo? Pourquoi Spencer se tape toujours tous les ex ou même les petits copains de sa sœur et de ses meilleurs amis? Pourquoi tout doit autant partir dans les extrêmes? Il y a 12 changements d'acteurs au fil de la série, ça commence à faire beaucoup là, non? Pourquoi le montage de certains plans est si bâclé? Et pourquoi je me pose autant de questions? C'est interminable, sincèrement. Donc voilà aussi ce que peut vous faire l'effet Pretty Little Liars. Et maintenant, on va directement passer au sujet qui fâche, qui est donc le couple Ezria. Déjà, je trouve ça tout à fait anormal qu'il existe un couple comme celui-là dans une série qui vise en plus un public plutôt adolescent. C'est un couple que je n'ai jamais réussi à haïr et j'en veux beaucoup aux réalisateurs sur ça, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui rappellent que ce couple est totalement interdit. Et pourtant, je l'ai défendu ce couple, comme mon propre couple, alors que l'on parle dans la saison 1 d'une adolescente de 16 ans, et encore je crois qu'elle est plus jeune, et d'un gars de 22 ans. Donc on est quand même sur un écart de 6 ans. Alors je suis d'accord, arrivé à un certain âge, 6 ans d'écart, c'est pas grand-chose. Mais dans le cas de ces deux-là, on parle d'un gars qui commence à faire sa vie d'adulte et qui se tourne vers une adolescente qui n'a pas du tout sa maturité, qui est encore à l'école. Donc vraiment, moi je trouve ça très perturbant. Même si on a le rappel que ce n'est pas normal, ils vont tout de même en faire un des couples les plus mignons et qui va être le plus solitaire, qui va être Enfin, un couple vraiment fort. Et quand en plus ses amis apprennent cette relation, on comprend qu'il y a un petit malaise et que c'est pas très bien, mais vont très vite passer à autre chose en mode « vous êtes un couple mignon qui se soutient, il n'y a pas de souci avec ça ». Mais ça crée une situation vraiment dérangeante parce que même si on a le rappel que c'est un couple problématique et qui ne devrait pas exister, ils en font tout de même l'éloge parce qu'au final c'est un couple hyper soudé, que tout le monde accepte.
Non, alors que ça ne devrait pas être ça, la réalité c'est pas ça. Alors oui, ça reste une série, il faut faire la différence entre la vraie vie et la série. Mais là on parle d'une série qui touche les adolescents et les adolescentes, et ça peut mettre en tête que c'est normal, et que si ton prof a l'air d'être une personne aussi saine que l'est Ezra, parce qu'au final dans la série, Ezra il a pas l'air d'être dégueu, enfin il a pas de comportement vraiment problématique avant la saison 4, mais vraiment, cette personne est très clean. Mais dans la vraie vie, je vous assure que ce n'est pas le cas. Un prof, que après ça soit même 40 ans ou autre, ou même 22 ans du coup, ça ne rend pas ça ok d'aller vers ses élèves et d'avoir une relation amoureuse avec. Alors, oui, ils se sont rencontrés dans un bar avant la rentrée. Ezra ne savait pas qu'il allait être le prof de Arya et Arya ne savait pas qu'il allait être son prof, mais à partir du moment où ils ont dit que cette relation était problématique, et ben voilà, ça aurait dû signer la fin de ce couple. Et je n'aime pas qu'on puisse mettre en tête à certaines adolescentes que ce genre de situation est ok et saine. Voilà, c'est vraiment le plus gros coup de gueule que j'ai à faire sur Ezra et Arya. Donc pas de haine envers les personnages parce qu'en soi, aucun des deux n'est vraiment problématique, mais c'est vraiment les réalisateurs et ceux qui ont écrit la série qui n'auraient pas dû laisser ça passer et ne pas banaliser un couple aussi problématique dans la vraie vie. Donc sachez, parce que j'ai pu voir sur TikTok passer certains trucs, dont une fille de 14 ans qui sort avec son prof et tout le monde est en train de banaliser ça autant sur la vidéo que dans les commentaires. Et j'espère que ce genre de série ne pousse pas et ne vous pousse pas à croire que c'est ok ce genre de situation, car ce ne sera jamais ok. Un adulte ne sort pas avec des personnes de 16 ans, et je vous le dis, même une personne de 20 ans qui va vers des filles de 16 ans, c'est pas sain. Je fais juste, voilà, c'est le moment pas sympa du podcast, mais je préfère faire un petit peu de sensibilisation parce que ce que j'ai pu voir dernièrement sur les réseaux m'ont carrément fait flipper. Alors, vu que j'en parle là avec cette situation-là, bah autant le dire. Lucy Hale, qui incarne donc le personnage de Arya, a déclaré sur ses personnages « Ils étaient vraiment attachés l'un à l'autre et ils ont traversé des situations difficiles qui auraient brisé n'importe quel couple, mais ils sont restés ensemble. Ce sont assurément des âmes sœurs, on veut bien la croire sur ce coup-là, mais on est tout de même passé trop vite à autre chose parce que Ezra s'est tout de même tapé Arya pour écrire un livre sur le meurtre de sa meilleure amie Alicent dont il était obsédé. Tout ça alors que c'était qu'une adolescente, donc vraiment un plot très problématique qui est très vite passé à la poubelle. Mais malgré ça, les deux personnages, ils se sont mariés et ils ont adopté un bébé. Donc bon, ok. Et la relation entre Lucy Hale et Yana Hardin, du coup, qui jouait Ezra, était vraiment adorable. Moi, j'adorais voir toutes les photos behind the scene sur Instagram, surtout. Ouais, c'était sur Instagram qu'ils postaient le plus, et surtout aussi en interview. Vraiment, on voyait que ces deux-là avaient une alchimie de fou. Lucy Hale a même eu un crush un peu sur lui un moment, il me semble. En tout cas, c'était une super belle relation à voir sur les réseaux et sur les interviews, donc très beau souvenir de ces deux-là tout de même. Assez parlé de Ezria, maintenant j'aimerais parler de la représentation LGBTQI+, avec Emily, car les représentations LGBT, elles n'étaient pas encore très nombreuses en 2010, et la série, elle nous a montré beaucoup d'aspects de l'homosexualité via son personnage, et une vraie représentation de ce qu'ont pu vivre énormément d'adolescents dans le cas d'Emily. Dans son cas, on peut voir au début qu'elle garde son homosexualité secrète, donc ça ce n'est un secret je pense pour personne, que beaucoup de LGBT gardent ça secret, mais à côté de ça on peut voir aussi qu'elle refoule totalement son homosexualité et ses sentiments pour Maya au début de la série. On a pu aussi voir la relation compliquée avec ses parents, donc dans son cas c'est sa mère qui trouve ça tout à fait inacceptable, que c'est pratiquement une maladie dont il faut la guérir, et tout ça jusqu'à l'acceptation. Donc c'est quand même une très belle relation parce qu'on voit que même si le papa au début il est très touché, il sait très bien que c'est quelque chose qui est là depuis sa naissance, qui ne pourra pas la changer, et il l'accepte, alors que la mère met beaucoup plus de temps à l'accepter, et malgré tous les moments difficiles, c'est une relation qui va après être c'est une relation qui va s'améliorer et qui va être très belle à voir. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié voir à l'écran. À côté de ça, on a aussi sa peur et les menaces de la out, parce que c'est quelque chose qui est assez fréquent et à laquelle on peut être confronté dans la vraie vie. Donc c'est toujours un bon rappel de dire à la télévision que ce comportement est vraiment horrible.
Après ça, on peut aussi voir les relations cachées, parce que dans son cas, on l'a dans plusieurs situations. Par exemple, au début, elle se cache car elle ne s'est pas encore out, et ensuite, on a la personne avec qui elle sort qui ne s'est pas encore out, mais elle est acceptée par son entourage, elle veut vivre comme elle le souhaite, et elle vit mal le fait qu'elle ne puisse pas se montrer au jour avec la personne qu'elle aime à cause de cette personne-là, et qui en plus est une personne qui est pratiquement au début dans le déni en fait de leur relation et de son amour pour elle, donc situation qui est encore très réaliste. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage et cette façon qu'ils ont eu de l'écrire et ces situations qu'elle a pu vivre, c'est que tout est très réaliste et beaucoup de personnes LGBT ont pu se reconnaître dans ces situations. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié voir et c'est quelque chose qui me touche toujours autant quand je revois Pretty Little Liars parce que à cette période-là, 2010, c'était pas la période où on avait le plus de représentation, où le personnage LGBT était autant mis en avant et qui n'était surtout pas cliché, parce qu'au final, Emily n'est pas dans le très stéréotype, très cliché de la femme lesbienne, quelque chose de très appréciable. D'ailleurs, en parlant de ça, Shay Mitchell, du coup, qui interprète Emily, elle respecte énormément son personnage et son impact qu'elle a pu avoir suite à la série, et a dit que ça lui fait très chaud au cœur. Elle a même déclaré: elle est la raison pour laquelle Pretty Little Liars aura toujours la place la plus importante dans mon cœur. Voilà, merci à Shay Mitchell. C'est pas son dernier personnage LGBT qu'elle aura fait, mais en tout cas, c'est celui qu'elle aime le plus et que le public LGBT d'à peu près mon âge, donc la vingtaine, oubliera probablement le moins. Vu qu'on est sur le sujet de Emily, j'aimerais bien qu'on revienne sur une relation précise qu'elle a eue avec quelqu'un dans la série, et je vais parler de Allison. Voilà, de sa relation avec Allison, parce que finalement, cette relation, est-ce qu'elle n'est pas un peu bizarre? Alors, ce que l'on peut donner à Allison, c'est que c'est une vraie preuve qu'un premier amour peut résister des années et finir en une belle histoire. Donc quand on voit qu'Allison, elle n'est pas totalement insensible au charme et à l'amour d'Emily, c'est un vrai bonheur de lui voir avouer ses sentiments à son tour, on la voit s'adoucir, s'accepter auprès d'elle, c'est vraiment un moment très émouvant. Et voir Emily enfin s'épanouir dans une relation qu'elle a tant attendue après des échecs amoureux et tout ce qu'elle a pu lui foutre dans la tronche, c'était un vrai bonheur. Mais est-ce que finalement ce couple nous a offert tant de bonheur que ça et est-ce qu'il aurait dû exister? Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Déjà, la base de Allison, c'est une amitié très malsaine à base de manipulation et de chantage sur l'homosexualité de Emily. Elle a plus ou moins out de façon très insultante Emily devant toutes ses amies et l'a même fait culpabiliser de son orientation sexuelle. Tout ça pour au final ne rien donner, car dans la saison 6, Allison elle est mariée avec un psychopathe et elle se tourne seulement vers Emily comme un pansement sous prétexte d'un amour toujours là. Finalement, elles finissent la série ensemble, mères de leurs enfants, donc ça c'est encore une très longue histoire tordue, mais tout ça pour que l'on apprenne dans le spin-off The Perfectionist qu'elles ont divorcé. Donc vraiment, ça paraît être une vraie perte de temps. Malgré ça, il y a tout de même chez Mitchell qui dit que malgré le divorce dit dans la série, Emily et Allison ont sûrement davantage d'enfants et qu'elles vivent heureuses dans une ferme. Bon écoutez, voilà, chacun sa vue sur ce couple. Personnellement, moi je le trouve très malsain. Après, Allison a su aussi beaucoup rebondir dans la série, devenir une personne beaucoup plus saine, qui a vraiment ouvert un peu son cœur et ses traumatismes aux autres. Donc bon, c'est pas le couple qui m'a le plus choquée, mais je suis pas non plus en adoration sur ce couple parce qu'il a quand même un côté malsain assez dérangeant, mais bon, on leur souhaite beaucoup de bonheur, Et vu que je suis partie sur les couples, je vais continuer et je vais vous parler des flirts et des couples que j'ai le plus appréciés dans la série. Alors je vais commencer avec Spencer et Marco. Alors en dehors d'une scène sexy dans un ascenseur et d'un petit moment tendre, bon malheureusement c'est un flirt qui n'a pas duré. Pourtant le détective il semblait bien s'accorder avec elle et d'être une très bonne personne. Mais bon, entre sa rupture avec Caleb et les retrouvailles avec Toby, on peut comprendre qu'elle n'ait pas donné suite quoi. Dans un flirt d'ailleurs très similaire, on a aussi Allison et Lorenzo. Ils s'entendaient très bien, ils ont beaucoup flirté, mais malheureusement, comme à son habitude, Allison elle a tout gâché. Et c'est bien dommage parce que personne n'aurait gâché sa chance avec un détective, pareil. Ensuite, on va parler de Emily et Sabrina. Alors pour rappel, Sabrina, c'est une des collègues qu'a eu Emily quand elle travaillait au café The Brew.
C'était une personne très gentille, très altruiste, elle faisait très attention à Emily. C'était un personnage vraiment agréable et franchement, c'était un plaisir de les voir toutes les deux briller ensemble. Mais finalement, ça n'a rien donné. C'était vraiment dommage parce qu'ils étaient vraiment adorables ensemble. Et d'ailleurs, un peu dans le même style, on a Spencer et Alex. Donc c'est les deux qui se sont rencontrés au country club où allaient les Hastings. Ils s'entendent très bien, ils développent des sentiments l'un pour l'autre et leurs moments à l'écran, ils sont vraiment adorables. Moi, j'adorais voir ça. Mais malheureusement, a gâché leur belle histoire. Voilà, encore une belle perte. Alors celui-là, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais dans ce classement, j'ai mis Jason et Arya. Je trouve qu'ils avaient un potentiel incroyable, surtout dans la dernière saison. Alors c'est un couple qui n'aurait pas fonctionné dans les saisons précédentes, mais quand on apprend leur retrouvaille loin des drames de la ville et de leur adolescence dans la saison 7, je trouve que c'est un couple qui paraît bien se tenir ensemble, ils sont heureux, sexy, apaisés, j'ai adoré voir ça. Alors voilà, après ça c'est vraiment mon avis à moi parce que certains n'aiment pas du tout ce couple car Jason a pu avoir des comportements étranges dans le passé, mais moi malgré ça, j'ai quand même aimé. Là, on va monter d'un cran et on va parler de Maya et Emily. Alors, elles étaient tellement attirées l'une par l'autre que c'était une évidence. C'était un couple mignon, simple, mais qui fonctionnait. Elles étaient là l'une pour l'autre, elles ont supporté les hauts et les bas. Mais bon, la vie a eu d'autres plans pour elles. Rip Maya, vraiment, sa mort, ça a été vraiment un des trucs les plus horribles qu'ils ont pu nous faire. Et pauvre Emily, elle méritait vraiment pas ça. Comment faire ce classement sans parler de Spencer et Toby? C'est le couple de la série. Malgré le mauvais commencement du personnage de Toby, on découvre en lui une personne douce, attentionnée, drôle et loyale. Donc c'est pas étonnant que Spencer a fini par tomber sous son charme. Les deux, ils vont si bien ensemble. Ils ont supporté toutes les épreuves possibles, que ce soit même des fois les coups de couteau dans le dos. Et ils nous offrent vraiment les scènes les plus adorables et romantiques. Et leur loyauté, c'est sûrement une de leurs plus grandes forces. Donc on valide totalement. Pour finir ce classement, je vais parler de mon plus gros coup de cœur en termes de couple dans la série. Et il s'agit bel et bien de Hannah et Caleb. Je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer sur ce point. Ce couple, c'est une évidence. Ils sont attentionnés, ils font attention l'un à l'autre. Ils ont tout traversé ensemble et n'ont jamais rien lâché. Ils ont eu leurs mauvais moments, mais ils se sont toujours retrouvés car ils savaient que sans Hannah, il n'y a pas de Caleb. Donc vraiment, c'est sans aucun doute le plus beau couple de cette série. Bon, maintenant que les beaux couples m'ont adouci, on va peut-être repartir un petit peu sur les fails de cette série en parlant des pires couples et flirts. Donc je vais commencer directement avec Wesley et Arya. Alors celui-là ça va être rapide. Le frère il débarque à la saison 3, il fout le bordel dans la vie d'Arya et de Ezra, mais malgré ça a fini par flirter avec lui. C'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens, c'est le frère de ton âme sœur, enfin, no sense. En restant dans le même esprit, on va continuer sur Allison et Ezra. Alors oui, 1 an avant la disparition de Allison, quand Ezra n'était pas encore un prof, les deux se rencontrent et flirtent. Alors évidemment, Allison ment sur son identité, mais malgré ça, les deux se voient à plusieurs reprises. Ils n'ont jamais été en couple, mais après sa disparition, il est assez motivé pour enquêter sur elle, s'incruster dans la vie de ses amis et écrire un livre sur sa disparition. Vraiment, personne n'avait envie de voir ça. Si vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire pire, laissez-moi vous contredire avec Spencer et Caleb. Alors celui-là, il aurait même pas dû exister, je vous jure, ma tension elle est en train de monter, rien que d'en parler. Spencer qui pique encore un ex d'une amie. Bon, ça on a l'habitude, mais là vraiment c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors certes les deux, ils ont une très belle amitié, mais en fait ça s'arrête là. Même Emily a trouvé ça bizarre, bref, les deux ils allaient pas du tout ensemble et c'était totalement hors caractère, surtout pour Caleb. Pour terminer sur ce classement vraiment fatigant, on va finir avec Paige et Emily. Alors malgré le fait que c'est un couple qui nous a offert beaucoup de beaux moments et qu'elles étaient tout de même mignonnes, on ne sort pas avec une femme qui tente de nous noyer par intimidation. Petit conseil, Paige, elle arrive pas à un beau moment dans la vie d'Emily et on sent qu'elles n'ont pas ce que les autres peuvent partager avec leurs partenaires et on a bien raison parce qu'elles finissent par se séparer. Est-ce qu'on passerait pas à autre chose? Parce que ça fait un bon moment tout de même qu'on est sur les couples, et il n'y a pas que les couples qui font tourner cette série, il y a aussi les intrigues. Alors j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, dans Pretty Little Liars, il y a tout de même énormément d'intrigues, c'est bien ça qui fait bouger la série, mais même si certaines elles ont été très bien maîtrisées, il y en a aussi beaucoup qui nous ont fait perdre du temps. Le but étant de trouver évidemment les scénaristes nous ont mené sur beaucoup de bonnes pistes, de fausses pistes, et des pistes qu'ils ont juste oubliées,
ou qui étaient là par pure inutilité. Par exemple, on a la ferme et les poupées. Donc c'est dans la saison 7, Anna découvre des poupées ressemblant à elle et ses amis dans une ferme amiche, où Charlotte, donc A, avait l'habitude d'aller. Et voilà, on n'a jamais eu plus de réponses à ça, on ne sait pas pourquoi elle a été là-haut, pourquoi elle a fait les poupées, enfin, c'était purement inutile. Alors je sais pas si vous vous souvenez de tous les épisodes d'Halloween qu'on a pu avoir dans Pretty Little Liars, mais il y en a un où il y a un fantôme chez Anna. Donc c'est une petite fille qui parle à Ashley, la maman d'Anna, dans sa maison pendant tout un épisode, et puis a fini par disparaître. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas été utilisée pour nous donner un indice ou même une petite histoire intéressante liée à la maman de Anna. Non, elle a juste fait sa vie, puis elle est partie. Alors c'est vraiment pas l'intrigue qui m'a le plus dérangée, ça a ajouté un petit peu d'horreur dans un épisode spécial Halloween, mais bon, ils auraient pu en faire quelque chose de plus intéressant quoi. Alors dans la saison 4, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu une des intrigues les plus insupportables, appelée Tippy. Tippy, c'était le perroquet qui était à quelqu'un dans la famille de Allison, il me semble, et il chantait une chanson qu'on a dû se taper en boucle. Les Liars, elles ont finalement trouvé que cette mélodie a ressemblé à un numéro de téléphone, mais finalement, ce numéro de téléphone, il a rien donné. Et voilà, fin de l'histoire. Il nous a cassé la tête pour vraiment aucune raison. Et celui-là, pour le coup, il était vraiment très frustrant. Alors, en termes d'intrigue vraiment inutile, et que vous avez probablement oublié, je vais vous parler de la psychopathe Meredith. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais Meredith, c'est la maîtresse et élève du père d'Aria, et dans un épisode, elle drogue Aria avant de l'enfermer dans la cave avec ses 3 amis qui l'ont retrouvée dans un sale état. Finalement, c'est son père qui les sortira de là, mais à la suite de ça, elle est jamais retrouvée. On n'entendra plus jamais parler d'elle, pas de vengeance de A, pas d'arrestation, rien. Y a rien à dire de plus. Maintenant, revenons à la saison 3, où l'on fait la connaissance de Maggie, l'ex de Ezra, qui lui fait croire qu'elle a un fils de 7 ans, Malcolm. Bon, finalement, c'est pas le cas, et même si A s'est bien servi de lui pour nous mettre un peu la pression, le gamin, il disparaît du jour au lendemain, et ça se termine là. Même si ça ajoute un petit peu de chantage, l'histoire de base était déjà bien assez tendue, et remplie d'informations à exploiter pour ajouter ce plot qui était finalement inutile. Vu que l'on est sur la vie d'Ezra, restons sur la vie d'Ezra et revenons sur un sujet qui fâche, son livre. Donc à la fin de la saison 4, après beaucoup de comportements suspects, Arya découvre que son amoureux enquête sur elle et ses amis depuis des années à la suite de son flirt avec Allison. Un rebondissement qui était ma foi inattendu, mais vraiment détestable en plus d'être inutile. Ça n'a servi qu'à nous mettre sur une mauvaise piste pour A, encore une fois, et en plus de ça, ça a entraîné aucune conséquence sur la suite de l'histoire et sur le couple d'Arya et d'Ezra. Donc, non merci. Cela dit, on n'oublie pas que pendant cette saison-là, il s'est pris une balle exprès pour les filles, alors bon, ça peut aider. Maintenant, je vais remuer un peu le couteau dans la plaie et revenir sur une histoire qui nous a tous brisé le cœur, mais que savait Maya ? Avant de savoir que c'était son ancien petit ami qui l'avait assassiné, on a longtemps cru qu'il y avait plus derrière sa mort. L'anagramme de Mona disait qu'elle savait quelque chose, mais finalement, on n'a jamais eu de réponse à ça. Alors, est-ce qu'elle savait quelque chose, ou est-ce que c'était juste une fausse piste ? Dans tous les cas, cette intrigue, elle était super frustrante, car tout le monde aimait Maya, et on n'avait pas besoin de l'utiliser, elle et sa mort, dans le suspense lié à A. Emily, elle avait simplement le droit de chercher des réponses, et le responsable de sa mort. Ça ramène une part de réalisme dans la vie des Liars qui peuvent vivre d'autres drames que celle du harcèlement, mais malheureusement, celle-ci a très mal été utilisée. J'en ai terminé avec les pires intrigues de la série selon moi, mais je vais rester sur ce sujet en vous parlant d'une intrigue tout aussi inutile, mais qui a pris une tournure tout à fait incroyable. Ça se passe dans l'épisode d'Halloween de la saison 4 où les filles s'en vont à Ravenswood pour suivre un petit mystère qui finalement n'aboutira à rien. Mais dans cette ville, Caleb trouvera à l'aide de sa nouvelle connaissance Miranda des tombes avec des photos de personnes leur ressemblant à l'identique. Suite à ça, il décidera de rester dans la ville et de quitter Anna pour résoudre ce mystère. Alors évidemment, cette décision n'a pas été prise par hasard, car les aventures de Caleb deviendront la première série spin-off de Pretty Little Liars, appelée Ravenswood. Je pense ne choquer personne en vous disant que cette série a fait un énorme flop. Pour dire, elle était introuvable sur les sites de streaming. Elle a eu une saison de 10 épisodes, dont 2 où on pouvait y apercevoir Anna. Mais finalement, les tournures très paranormales de cette ville soi-disant maudite qui est Ravenswood n'a pas du tout matché
au réalisme, entre guillemets, de Pretty Little Liars, donc la série a très vite été annulée. Heureusement, Caleb fera son grand retour dans la saison 5, épisode 11 de Pretty Little Liars, où il expliquera très très rapidement à Anna ce qui a pu se passer à Ravenswood, et c'est comme ça que se terminera cette intrigue qui nous aura vraiment brisé le cœur. Malgré ça, le retour de Caleb, il a très bien été fait, et on a tous très vite oublié cette énorme erreur, mais je ne sais pas qui a pris la décision de faire ce spin-off, mais qu'est-ce qui t'a pris ? À quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée de retirer un des personnages que l'on aimait le plus, en brisant un des couples que l'on aimait le plus, pour en faire une série sur le paranormal, donc qui ne ressemble en rien à la série de base en fait. Enfin, vraiment toute cette idée était catastrophique, donc pas merci. J'en ai perdu mon français sur la fin, c'est terrible. Si vous avez quelques variations au niveau de l'audio, je suis désolée, j'apprends encore à gérer mon micro, j'avoue que c'est pas très facile. Mais bon, vu que je suis sur les spin-offs, je tiens tout de même à dire que je ne vais pas parler de Pretty Little Liars Original Sin, parce que j'ai pas du tout aimé la continuité du personnage d'Allison, et même du concept de la série en elle-même. Elle a pas été appréciée, et elle a très vite été arrêtée par la chaîne aussi. Ils auraient mieux fait de s'arrêter après les victoires de Pretty Little Liars. La série, en plus des acteurs, elle était très appréciée. Et pour vous donner une petite info, elle a remporté 38 Teen Choice Awards en 7 ans. Et c'est le plus gros record des Teen Choice Awards. Restons sur les victoires et laissons la négativité de côté en parlant des meilleurs épisodes de la série selon moi. Et selon une bonne partie de la fanbase aussi. On va commencer avec Miss Me x 100. Si je dis bien, oui, il me semble que c'est ça. Donc c'est le 100e épisode de la série, mais c'est aussi un des épisodes les plus rythmés. On a le retour d'Allison, on a des grosses révélations, des explosions, enfin bref, l'épisode il est incroyable. Ensuite on a Over My Dead Body. Donc oui, je sais, je les dis tous en anglais, mais j'ai eu la flemme de chercher les traductions des noms en français, je suis désolée. Donc dans cet épisode, A décide de se venger des filles après qu'elles aient révélé le harcèlement qu'elles vivaient à leur psychologue. Anna, Arya et Spencer sont donc envoyés dans une mission difficile pour garder le docteur Sullivan en vie, en plus de gérer leur vie personnelle. Donc le résultat, c'est que les filles elles sont prises dans un piège et finissent toutes en garde à vue. Épisode incroyable. Ensuite, on a l'épisode Unmasked, donc pendant leur gala masqué, les filles découvrent pendant une soirée très mouvementée que Mona est A. Mona qui à ce moment-là est persuadée que les Liars ont détérioré son amitié avec Anna et a décidé de se venger sur elle. Ça reste un épisode assez mouvementé en plus d'être touchant et on garde en tête que Mona fait une des meilleures A de cette série. Il faut savoir que dans Pretty Little Liars, ils sont friands des références de films et c'est le cas dans l'épisode The Lady Killer. Cet épisode, il a beaucoup de parallèles avec la première saga de film Scream. On découvre dans cet épisode qui a réellement tué Maya, le rapprochement entre Toby et Spencer avant que l'on découvre qu'il fait partie de l'équipe de A. Et c'est un épisode qui est très intéressant, très rythmé et qui nous fracasse le cœur. Tout comme l'épisode suivant, This is a Dark Ride, qui est mon épisode d'Halloween préféré. Évidemment, je ne pouvais pas parler des meilleurs épisodes sans en arriver à Welcome to the Dollhouse et Game on Charles, qui sont deux épisodes vraiment spéciaux où les filles sont séquestrées dans des répliques parfaites de leur chambre et sont torturées psychologiquement et physiquement par A. Les épisodes, ils sont plus cruels. On sent que le harcèlement que vivent les filles n'était que la première partie du plan de A. L'épisode est choquant, triste, mais aussi très touchant. Cela dit, je trouve qu'ils sont passés très rapidement à autre chose avec les traumatismes des filles suite à cette séquestration et c'est bien dommage. Et pour finir sur The Episode of Pretty Little Liars, A is for Answers, épisode 24 de la saison 4 où Noël emmène les filles dans un appartement pour rencontrer Allison. Elle racontera tout ce qui s'est passé depuis leur soirée dans la grange et sa disparition. Entre toutes les révélations hyper choquantes, les réponses à certaines de nos questions, l'épisode il nous laisse clairement sur le cul et même les larmes aux yeux quand Allison nous raconte comment elle a été enterrée vivante puis sauvée. Et pour finir, Ezra qui se fait tirer dessus. Que demander de plus vraiment, cet épisode est incroyable et comme pour les 2 derniers épisodes que je vous ai dit avant, le jeu d'acteurs des actrices est vraiment incroyable dans ces épisodes-là. On y ressent vraiment toutes les émotions, tout le drame et tout le choc de ces épisodes. Donc vraiment, A is for Answers. Pour moi, c'est vraiment le top de la série. Bien joué. Je vous ai beaucoup parlé du déroulé de la série, mais maintenant j'aimerais bien vous partager quelques secrets et anecdotes de tournage. Alors attention, c'est qu'une petite partie parce que le cast de Pretty Little Liars s'entendait et s'entend même toujours très bien. Donc on a beaucoup d'infos à
ce niveau-là. Je vais commencer avec le pilote de la série dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Il a été tourné à Vancouver au Canada. D'ailleurs, l'épisode 1 se déroule en été, donc les filles qui avaient froid portaient des bikinis et des grosses bottes d'hiver pendant le tournage. Mais dès l'épisode 2, l'équipe a décidé de déménager à Los Angeles dans les studios de la Warner Bros. J'espère que je vais pas massacrer son prénom, mais Sasha Peterson, qui joue donc Allison, devait de base jouer Anna. Elle n'a pas voulu rater une occasion de jouer dans la série et a donc menti sur son âge durant les auditions, mais quand l'équipe a découvert qu'elle n'avait que 12 ans, ils se sont demandé si le rôle d'Anna n'était pas trop osé pour elle et se sont aussi dit que son âge limiterait ses heures de tournage. Ils lui ont donc donné le rôle de Allison car elle était beaucoup moins présente durant les premières saisons. Vous vous rendez compte, elle a commencé à jouer Allison à 12 ans, même les autres actrices étaient assez choquées par son âge. En 2013, Ashley Benson, qui joue donc Anna, a dénoncé l'abus de Photoshop sur les affiches promotionnelles sur son Instagram. Elle a dit que leurs visages étaient ceux qu'elles avaient il y a 4 ans, qu'elles avaient l'air ridicules, que les retouches étaient ratées, que tout le monde avait des défauts et que personne ne ressemble à ça dans la vraie vie. C'était un très bon rappel, ça fait du bien qu'une actrice se révolte un peu contre les abus de ses équipes, surtout quand ça touche à un public assez jeune, et que sa collègue Lucy Hale était très complexée par son corps à cause de la diffusion de la série à cette période-là, donc bravo à elle. Les fans ont sauvé Toby d'une mort certaine. Alors à l'origine, faut savoir que la série elle est tirée d'un livre et dans l'histoire, Toby meurt. Donc Keegan, son acteur, ne devait jouer que dans 6 épisodes. À cette période-là, c'était une période où les réseaux sociaux prenaient énormément d'importance et les fans ont mis la pression aux équipes. Et d'ailleurs, ces équipes ont fini par diriger la série en fonction des avis des fans, dans la mesure du raisonnable évidemment, mais en tout cas, bravo à vous. À l'époque, les scripts de Pretty Little Liars étaient très secrets, mais un jour, Shay Mitchell, donc Emily, a oublié son script dans un supermarché. Entre-temps, il y a une femme qui a réussi à le récupérer, mais heureusement, Shay l'a vite retrouvé, mais n'ayant pas ses papiers d'identité avec elle, la femme a refusé de lui rendre. Résultat, elle s'est pratiquement battue avec elle et a récupéré son script. Tout ça sans faire de scandale, vraiment une de mes anecdotes préférées. Pour terminer sur mon anecdote préférée et vraiment la plus romantique, Patrick J. Adams a joué dans la série pour Troian Belisario qui joue donc Spencer. Ils étaient ensemble depuis 2009 mais le couple a vécu un petit moment difficile. Il a donc voulu la rejoindre pour la reconquérir. Il s'est énormément préparé pour obtenir un petit rôle dans la série et il l'a finalement eu. Il joue l'ami d'université de Ezra dans l'épisode 5 de la saison 1. Et depuis, ils sont mariés et ont 2 enfants. Vraiment une preuve d'amour que l'on ne peut que respecter et applaudir. Je vais terminer sur cette anecdote parce que c'est vraiment ma préférée. Comme je vous ai dit, vous pouvez en retrouver plein sur internet car l'équipe était vraiment soudée. On les a même vus en train de manifester ensemble il y a quelques semaines pour le bon salaire des écrivains à Hollywood. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment de tout, que ce soit des anecdotes un petit peu plus tristes, un petit peu plus drôles. Donc n'hésitez pas. Et maintenant, on va passer à la révélation de A. Pour revenir un petit peu sur la série et ce qui s'y passe dedans, on va à l'épisode 10 de la saison 6 où on apprend enfin qui est le grand A. Alors finalement, ce n'est pas Mona la grande méchante de l'histoire, mais bien Sissy Drake, aka Charles ou Charlotte De Laurentiis. C'est un personnage qui apparaît la première fois dans la saison 3. L'épisode, il a généré ce jour-là 1 614 000 tweets sur Twitter. Alors même si certains étaient réellement surpris et contents de cette révélation, malheureusement, il y a une énorme partie des fans qui étaient très très déçus et je dois dire que personnellement, je n'ai pas du tout aimé cette révélation non plus. De tous les personnages, il fallait choisir celle-là. Vraiment, c'est un personnage qui apparaît bien moins que les autres et que personnellement, je n'apprécie pas du tout. Mais en plus, j'avais trouvé que c'était elle. J'hésitais entre elle et le père de Arya. Au fond de moi, je savais que c'était pas lui. Mais l'idée que ce soit un des parents qui ait voulu se venger de tous les coups de Allison, ça me semblait être un super rebondissement. Alors certes, j'étais fière d'avoir trouvé pour Sissy, mais d'un côté, j'étais pas du tout heureuse et satisfaite que ce soit elle. En 6 saisons, on a tellement eu de doutes sur tout le monde. On a eu des coups de couteau dans le dos avec Ezra, des cœurs brisés avec Toby, et j'en passe tout ça pour que finalement, ça soit quasi une inconnue dans la vie des adolescentes. Alors oui, elle a passé beaucoup de moments avec elle et c'est la sœur de Allison et Jason, mais il y a vraiment quelque chose qui ne matche pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est les scénaristes qui ont totalement oublié cette info, mais pour rappel, Sissy et Jason, qui sont donc frères et sœurs, sont sortis ensemble. Vous avez oublié ou qu'est-ce qui s'est passé là ?
Alors en dehors des problèmes de scénar qui matchaient pas très bien avec cette finalité, il y a un très gros point qui a déplu au public, et c'est le rapprochement entre la transition et la folie du personnage. Le fait que le personnage de Charlotte soit transgenre n'avait pas vraiment besoin d'avoir de lien avec ses tendances psychotiques. Après, est-ce qu'il pensait à mal en faisant ça? Je ne pense pas, mais je peux comprendre que le lien puisse être très mal apprécié. Au-delà de ça, la révélation dans la série, je la trouve nulle. Vraiment, je suis désolée, j'ai pas d'autres mots. Entre Mona qui hack la tablette comme si elle avait volé les compétences de Caleb, Sissi qui se retourne avec sa capuche noire et qui dévoile qu'elle est A. Franchement, je m'attendais à mieux, surtout qu'on a eu certains épisodes avec des balles où on avait déjà joué sur des révélations beaucoup plus spectaculaires. Alors on avait compris depuis quelques épisodes que A était Charles, qui nous avait expliqué son histoire, mais Charles et Sissi, finalement, c'est la même personne. Alors forcément, on n'avait pas fait le lien, car le lien, il est clairement bancal. L'histoire à ce niveau-là, elle n'avait plus vraiment de sens à mes yeux. Alors la suite, avec les explications de Sissi, était pour moi la partie la plus intéressante de cet épisode. On y comprend beaucoup de choses, on en apprend des nouvelles, mais avec le recul, on comprend qu'il manque beaucoup de pièces et surtout que l'on s'est fait balader pendant 6 saisons pour finalement pas grand-chose. Pour finir cette partie avec la révélation, parce que je vais pas m'étendre là-dessus, je tiens à souligner la gentillesse et le cœur pur de Anna qui, à la suite de ces révélations, a déclaré « Tu as été une telle garce avec nous, mais on a entendu ton histoire. » On comprend, parce que clairement j'aurais jamais eu cette gentillesse. Certes, l'histoire de Sissi, elle est touchante, mais en rien elle justifie la torture qu'elle a fait vivre aux meilleurs amis de sa sœur, surtout que la seule chose qui nous pousse à comprendre pourquoi elle s'en est prise aux filles, c'est qu'elle se serait soi-disant mis entre elle et Allison. Très bancal. Finalement, on sait enfin qui est A après autant de harcèlement. Ça y est, la série se termine. Au revoir. Eh ben non, la série elle nous a fait un peu une Teen Wolf comme à la fin. C'était la saison de trop, hein, vraiment la saison dont on n'avait pas besoin, qui nous a créé un tout nouvel harceleur, Heidi, avec des nouveaux personnages bien choquants, bien gros, dont on n'avait jamais entendu parler malgré tout le temps et les rebondissements que l'on avait déjà eu avec les saisons précédentes. Alors pourtant l'idée de base elle était pas mauvaise du tout. Allison elle va mieux, elle a créé des très beaux liens avec sa sœur et elle décide de faire venir les filles pour que celles-ci soient libérées et puissent vivre une vie plus saine auprès d'elles. C'est un début de saison qui avait tellement bien commencé avec une idée parfaite. J'avais adoré voir comment les filles s'étaient reconstruites en dehors de leur vie d'adulte, parce que c'est quand même des personnages que j'apprécie, à laquelle je tiens et dont je souhaite le plus grand bonheur. Mais malheureusement, tout ce qui a été construit est mort. Donc je me tape 6 saisons. Je soutiens corps et âme des couples qui finalement n'existent plus. J'essaye d'être compréhensive avec Spencer, mais elle fait vraiment le coup de trop. Non, vraiment, je suis dégoûtée par la tournure des événements. De base, le jugement de Charlotte est très réussi. Certaines des filles souhaitent donner leur accord et repartir le plus vite possible à leur vie, même si la décision, ça leur plaît pas tant que ça. Allison, elle arrive à les rassurer, donc tout marche. Mais boum, rebondissement, Arya qui panique et ne veut pas sa libération. Et ça, j'ai vraiment apprécié le voir. J'aime que l'on revienne sur les traumatismes qu'elles ont pu vivre et ne pas minimiser les actions de A. Malgré ça, elle se fait libérer et là, je m'attends à voir des layers où une personne de leur famille se vengeait en faisant vivre à Charlotte le même type d'insécurité et de peur qu'elle a pu faire vivre aux filles. Mais non, elle se fait tuer très rapidement et là ça part dans tous les sens. Un mari psychopathe qui sort de nulle part, une jumelle diabolique et meurtrière pour Spencer, tous les couples qui se séparent et reviennent très rapidement ensemble, enfin il n'y a rien qui a de sens. Allison elle est enceinte de Emily, enfin vraiment j'avais pas envie de voir ça, donc je vais même pas partir en détail sur cette partie de la série car pour moi c'est une déception totale. Elles ont pris des tournures que l'on veut plus voir après cette saison. Ils auraient sincèrement dû rester sur un équilibre par rapport au couple, éviter d'ajouter des personnages que l'on n'avait plus besoin, et surtout rester sur l'histoire de base plutôt que d'en créer une toute autre. Une des filles qui vrille et se venge de Sissi serait été 1000 fois plus intéressant que tout ce bordel. Alors, si la fin de cet épisode vous paraît un peu différent du reste, c'est tout à fait normal, j'ai fait une mauvaise manip, supprimé la fin de l'épisode, et j'enregistre ça une semaine plus tard, avec un rhume, parce qu'évidemment, on peut pas faire les choses à moitié, et je chope des rhumes en plein été. Voilà, vous êtes prévenus, je suis vraiment désolée. Je pense maintenant que je peux clôturer cet épisode de Pretty Little Liars plutôt tranquillement, et me demander si cette série est un bon ou un mauvais cadeau de la vie.
Et pour ma part, je pense que c'est un bon cadeau de la vie. C'est une série que j'adore regarder de temps en temps quand je veux repenser un petit peu aux séries d'avant, retomber un petit peu dans la nostalgie. Alors forcément, Pretty Little Liars, il y a pas mal de points faibles, mais en tout cas, je pense que son plus grand point fort, et je pense que c'est vraiment la chose qui m'a fait rester le plus devant l'écran, c'est l'amitié qu'entretiennent les personnages principaux. Et à côté de ça, aussi le fait qu'elles soient si différentes, que chacune, elles ont bien leur identité, et qu'on les voit bien se développer. On voit qu'elles grandissent toutes de façon totalement différente et pourtant elles sont toutes unies et moi c'est vraiment ça que j'ai adoré. Mon personnage principal préféré, je pense que c'est vraiment Anna. Elle a vraiment conquis mon cœur du début à la fin. Après si j'en parle trop dans les détails, je vais finir par dire ah oui, mais Arya, je me suis quand même beaucoup retrouvée en elle à ce niveau-là. Emily, elle, je m'y retrouve énormément par rapport à son arc LGBT. Donc en fait, je me retrouve dans chacune des filles, à part Spencer, parce que Spencer, c'est vraiment le seul personnage que je n'ai jamais réussi à réellement aimer. Alors j'ai réussi à avoir de l'empathie pour elle, j'ai réussi à tout de même créer une sorte de petit attachement à ce personnage, mais en tout cas, c'est pas non plus le personnage que je porte dans mon cœur. Par exemple, je pourrais même dire que je préfère Allison à Spencer. Alors après, je trouve que dans cette fanbase, il y a un avis très tranché sur Spencer, c'est soit on la déteste, soit on l'adore, mais pas d'entre deux. Donc voilà, c'était pour moi une série très agréable à regarder, je la re-regarderai encore. Alors peut-être pas en entier, je pense que je choisirai vraiment les épisodes que je préfère. Je pense que Halloween, je serais capable de re-regarder tous les épisodes d'Halloween parce que je les trouve vraiment bien faits, drôles et plutôt intéressants d'un point de vue... d'un certain point de vue, mais bref, on va pas repartir en détail sur la série. En tout cas, très bon cadeau, c'est toujours un plaisir de le voir. J'en ai terminé avec l'épisode sur Pretty Little Liars, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura pas trop donné cette impression de vieille vidéo YouTube qui décortiquait un petit peu les séries. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi d'en parler et j'espère que si tu regardais la série avant, ça t'a rappelé des bonnes et des mauvaises choses. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour le premier épisode du mois prochain, donc épisode sérieux. Pas de changement pour le premier épisode du mois, on sera toujours sur le premier lundi, mais pour le deuxième, je pense changer. N'hésite pas à venir sur les réseaux sociaux que j'ai créés, donc le Instagram et le Twitter du podcast, que je mettrai en description de cet épisode. Et puis voilà, clôturons. À très bientôt. Tiens, c'est cadeau.